Bonjour, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures, tout simplement. Je m'excuse d'avance si vous entendez la pluie, le vent et tout. Aujourd'hui, il fait pas beau, mais malheureusement, j'ai pas d'autre moment pour tourner cette vidéo, donc je suis obligée de la faire maintenant. Je m'excuse sincèrement, mais j'ai pas trop le choix. Donc, je vais commencer par la catégorie BD. J'en ai énormément lu, plus que ce que je n'aurais cru finalement. Donc voici Madone et Putain que j'ai lu de Nin Antico. On est sur 3 histoires de femmes assez différentes au XXe siècle, plutôt Seconde Guerre mondiale et d'autres époques, mais je sais plus exactement trop lesquelles. Enfin bref, ça se passe en Italie et il y a toujours un rapport justement entre être vierge, être sainte ou à l'inverse être une salope parce qu'on n'est plus vierge, on n'est plus pure. Donc il y a trois histoires de femmes qui sont toujours reliées à des saintes au niveau religieux, religion catholique. C'est intéressant, mais j'ai pas été transcendée. Alors déjà le style graphique, c'est pas trop ma cam. Et les histoires, je sais pas. J'ai lu, mais j'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas été transcendée, l'histoire m'a pas vraiment plu. J'ai pas trop compris le message, même si je me doute qu'il y a un message féministe derrière, en gros que quoi que les femmes fassent, elles sont traitées soit de saintes ou soit de putains, même si c'est majoritairement de putains. Donc voilà, je suis perplexe. On reste sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la condition des femmes. Hop, j'ai lu Une farouche liberté. C'est la vie de Gisèle Halimi, une des pionnières du féminisme, si je puis dire. C'est une femme qui est devenue avocate, qui pour défendre des causes qui lui tiennent particulièrement à cœur, en général les minorités, que ce soit religieuses ou tout simplement les femmes. Et donc du coup, on voit son combat, elle, déjà dans sa vie. C'est vraiment une biographie, hein. On voit depuis toute petite qu'elle a ce goût de vouloir faire les choses à sa manière, d'être indépendante, de ne pas vouloir correspondre à sa culture, entre guillemets, puisque y a un gros poids dans sa famille de les femmes doivent se marier, doivent entretenir leur famille, doivent faire le ménage, doivent faire ceci, doivent faire cela. Et déjà, c'était pas la même époque, hein, c'était au siècle dernier. Mais elle, du coup, elle a un truc intrinsèque, c'est que non, elle ne se résumera pas à ça, elle ne se résumera pas à être une épouse, avoir des enfants et faire plaisir à son mari. Elle veut sa vie, elle veut sa liberté. Et du coup, c'est un parcours un peu initiatique pour les femmes pour montrer que il faut se battre, mais c'est possible. Et aussi, on voit justement tout son combat autour de l'association Choisir, qu'elle a pas fondée, mais qu'elle en fait partie des fondatrices. Ses rencontres aussi avec Simone de Beauvoir, euh, le manifeste des 344 dont elle fait partie. Et le truc le plus connu évidemment c'est le procès qu'elle a mené, je sais plus pour quel nom, c'est pas Marie-Claire, je sais plus, la jeune fille qui s'est fait avorter et qui a été emmenée au procès avec sa mère et la faiseuse d'ange, celle qui l'a avortée. Et fait que j'ai découvert sous dénonciation du violeur en fait. Le violeur, il était attrapé, je sais plus pourquoi, pour vol ou une connerie comme ça, et pour avoir une dédommagement de peine, il a dit avoir eu des rapports sexuels avec une fille, que cette fille s'est fait avorter alors qu'il l'a violée. Et donc du coup, déjà que la fille, euh, elle a cette peine de s'être fait violer, elle doit en plus se faire avorter, et en plus de ça, elle est dénoncée par le violeur, et c'est elle qu'on juge comme criminel au lieu que ce soit lui. Enfin bref, j'ai été outrée par plein de choses, mais justement ce genre de biographie est encore indispensable, montre que les combats ne sont toujours pas terminés, il y a encore plein de choses à changer, et franchement j'ai adoré, je la recommande à 100%. Ensuite, autre lecture, autre ambiance, Rature indélébile. C'est l'histoire de cette jeune femme qui va être prise en photo dans les vestiaires dénudés, et cette photo va faire le tour d'internet. Et dans son essai, elle va subir de multiples harcèlements et on va découvrir du coup l'envers du décor, d'harcèlement scolaire et harcèlement, cyberharcèlement et tout. On en parle énormément, mais malheureusement c'est toujours une vérité, c'est toujours criant. Donc je l'ai lu avec beaucoup d'émotion parce que je me suis retrouvée pas dans cette situation-là exactement, mais j'ai été harcelée au collège. Et donc du coup, je me suis totalement retrouvée dedans et le témoignage qui en effet est criant de vérité. Je vous montre un peu les graphismes. C'est très beau.
Franchement, j'ai beaucoup aimé, c'est fait avec beaucoup de bienveillance et voilà, le message est presque positif pour moi parce qu'il dénonce évidemment énormément de choses, mais la fin m'a laissé un petit peu justement sur ma faim parce que bah, pour moi la chose n'est pas résolue. Le message de fin n'est pas parfait, franchement, parce que là il est plus question de fuite qu'autre chose et ça me dérange. Pour moi, ce n'est pas la victime de fuir, bien au contraire. Donc voilà, très belle lecture. Franchement, il n'y a rien à dire d'autre que c'est malheureusement encore euh, obligatoire de faire ce genre de lecture pour rappeler aux gens que bah, c'est pas normal et qu'il faut combattre ce genre de choses. Lecture un petit peu plus légère et encore, je suis pas trop sûre. J'ai lu les 2 tomes de Lightfall, La dernière flamme et L'ombre de l'oiseau. Donc voilà, j'ai lu les deux, quasiment l'un coup sur coup, quoi, l'un après l'autre. Au début, j'étais très sceptique. Je savais pas trop vers quoi ça nous emmenait. C'était vraiment un truc, une quête plus fantastique qu'autre chose. C'est l'histoire de cette jeune fille qui a été adoptée par un mage sorcier. Du coup, elle l'appelle grand-père, mais elle sait que ce n'est pas son grand-pas. C'est un sorcier qui l'a adoptée et qui va un jour, malgré ses troubles de mémoire et tout, disparaître pour lui dire qu'il a une quête à faire et de ne pas venir le chercher. Évidemment, elle ne va pas l'écouter, elle va aller le chercher, elle va tomber sur ce, je sais plus c'est quoi, un Galdudien, enfin bref, c'est une espèce en voie de disparition. C'est même le dernier de son espèce. Et ensemble, ils vont décider de mener cette quête, découvrir ce qui est arrivé à son grand-pas. Des choses vont... Je vais pas tous vous spoiler, évidemment, mais ils vont leur arriver plein de péripéties. Et moi, ce que j'aime énormément dans ces 2 BD, c'est le message de les choses ne sont pas toujours ce qu'elles croient et ce qu'on nous dit n'est pas toujours vérité, en fait. Et là, il y a un double message dans ces 2 BD que j'aime énormément. C'est que finalement, alors lui, c'est clairement le stéréotype de l'aventurier qui fonce tête baissée et qui regarde pas là où il va. On lui a dit ça, donc c'est forcément ça. Alors que elle plus justement cette analyse et se remettre en question en mode oui, mais est-ce que ce qu'on a fait c'est bien ou au contraire est-ce qu'on a fait de la merde très clairement et du coup ben, j'aime beaucoup. Franchement, je sais pas s'il y aura un 3e tome, mais les 2 tomes que j'ai lus m'ont énormément plu et je les recommande. Très beau message, de belles remises en question, j'aime énormément. C'est plutôt de la jeunesse de l'ado, donc c'est cool d'avoir ce genre de thématique pour cette tranche d'âge. Ensuite, j'ai lu D'Ambre de Feu, c'est l'histoire de cette jeune fille qui est une kitsune et qui a été adoptée par un village de kitsune jusqu'au jour où le roi décide de brûler ce village et elle va faire du coup une quête pour se venger en découvrant les points faibles et les points forts justement de ce roi et se venger de lui. J'ai énormément apprécié cette lecture. Les graphismes sont très beaux. Franchement, on est sur du jeunesse un petit peu à l'instar de La boîte à musique ou Sorceline. Ce sont justement des graphismes très beaux, très léchés. J'ai bien aimé. C'est de la jeunesse, mais comme vous voyez, ma collègue a mis un coup de cœur. L'histoire est belle et le message aussi est, je trouve, très chouette. Parce que justement, il y a une quête de vengeance. Jusqu'où elle veut aller pour sa vengeance et des fois, est-ce qu'il faudrait pas mieux mettre les choses sous le tapis et avancer malgré tout. Enfin bref, j'ai énormément aimé cette lecture, je la recommande. Elle est très belle, très chouette. J'en ai fini avec les BD, on va passer au manga. Donc, je vous fais pas un long discours sur, mais du coup, j'ai bien avancé Solo Leveling. J'ai lu le tome 4, 5 et 6. Donc, en gros, c'est l'histoire de... Il est où ? De ce jeune homme qui est le plus faible des chasseurs. On est dans un univers, on est au Japon ou au Corée, je sais plus, où il y a des portails multidimensionnels avec des créatures, des donjons à battre et tout, et des personnes qui s'éveillent, du coup, qui ont de la magie, qui sont appelés les chasseurs, qui tuent les monstres. Lui, fait partie des plus faibles chasseurs qu'il existe de rang E, et même parmi le rang E, c'est le plus faible de tous. Jusqu'au jour où il va aller dans un donjon et il va sauver une partie de l'équipe avec laquelle il est rentré, parce qu'au final, il ne faut pas forcément être un gros bourrin, des fois il y a des règles, et là, c'est lui qui voit les règles, et c'est lui qui réussit à sauver quelques-uns de ces personnes. Il va lui arriver ce qui va arriver, mais finalement, il ne va pas être si faible que ça, il va lui arriver quelque chose qui fait qu'il va être assez fort, et du coup là on suit la suite de son parcours, de voir les guildes qui veulent l'embaucher, nanani nanana, c'est assez chouette, et franchement là j'ai hâte que la médiathèque commente la suite, parce que je veux savoir la suite. On arrive, en fait c'est très long à se mettre en place,
Dans le tome 1, justement, on nous introduit qui il est, d'où il vient, nanani nanana, on voit ce qui lui arrive. Ensuite, dans le tome 2 et 3, on a cette quête initiatique de recherche de pouvoir, de toujours performer et tout. Le tome 4 et le tome 5, on commence à avoir des antagonistes qui arrivent et qui veulent justement s'affronter contre lui puisqu'ils se rendent compte qu'il y a des pouvoirs. Et le tome 6, on commence à avoir un love interest, donc on verra ce que ça va donner. Mais du coup, j'aime bien et je recommande, c'est cool. Ensuite, j'ai lu Ta copie, tome 1 et tome 2. C'est l'histoire de cette jeune fille qui va tomber sur un petit extraterrestre en forme de poulpe. Et ce petit extraterrestre vient d'une planète qui s'appelle Happy. Et son but à lui, c'est de rendre heureux les gens. Donc quand il va le voir, cette jeune fille, qui est très clairement une jeune fille qui vit dans la rue et qui subit des harcèlements scolaires et tout, et ben, son but à lui, ça va être tout faire pour la rendre heureuse. Parce que c'est cette jeune fille là qui la harcèle. Et enfin bref, il y a trois personnes là. Donc il y a elle, la jeune fille qu'on vient de voir, il y a cette jeune fille qui harcèle, et il y a lui, ce jeune homme aussi dans l'histoire qu'on va parcourir. Et 3 histoires très différentes dans lesquelles ce petit extraterrestre va essayer de s'intéresser, comprendre les tenants, les aboutissants, mais venant dans un monde où il n'y a pas justement de conflit, pas de douleur, pas de guerre, pas de violence, il a du mal à comprendre les interactions entre les êtres humains et pourquoi ils se font du mal les uns les autres. Et donc du coup, c'est hyper intéressant et le message est très intéressant et hyper bien. Mais c'est vrai que l'histoire est assez loufoque et j'ai des collègues par exemple qui ont décroché parce qu'ils n'ont pas tout compris et ils étaient en mode ok, mais je vois pas l'intérêt. Et à l'inverse, d'autres collègues qui ont bien aimé parce que c'est vrai qu'il faut s'accrocher pour il faut lire les deux pour comprendre un peu le message que a voulu véhiculer l'auteur, je pense. Mais je pense pas que c'est à la portée de tout le monde. Franchement, c'est plus une lecture pour le message qu'elle apporte, d'arrêter d'harceler les gens, de les violenter, de s'en prendre à eux, tout ça, qu'une lecture doudou que tu as envie de lire en revenant du boulot, te décrocher le cerveau. Non, c'est quand même une lecture où il faut s'accrocher, c'est assez douloureux. On parle de deuil, on parle de suicide, on parle de harcèlement, on parle de choses très dures, très violentes. Donc voilà, bonne lecture, mais il faut s'accrocher. Après, j'ai lu La grossesse de Monsieur Iyama. C'est l'histoire d'un monde où les femmes tombent enceintes évidemment, mais les hommes peuvent aussi tomber enceintes. Il y a 10% des hommes qui tombent enceintes dans le monde. Et malheureusement pour eux, c'est encore quelque chose justement d'assez rare, puisqu'il n'y a que 10% des hommes qui le sont. Mais quand ça leur arrive, la société n'est pas toujours en leur faveur et il leur arrive plein de préjugés. Et on se rend compte que la société n'est pas faite pour les personnes enceintes, qu'elles soient des femmes ou des hommes. C'est compliqué. Et du coup, toute l'histoire, c'est ce jeune homme, cet homme même, qui va tomber enceinte, qui va se rendre compte des problématiques des personnes qui sont enceintes et va décider de militer pour sa cause, pour les hommes enceintes. Je trouve que l'idée était bonne, parce que ça permet justement de dénoncer des faits qui sont véridiques. Les femmes enceintes, on leur reproche pas mal de choses, on leur reproche leur nausée, on leur reproche d'être tombées enceintes, du coup d'être pas forcément là pour leur boulot. À l'inverse, celles qui n'ont pas de boulot et qui sont enceintes, on leur reproche de ne pas avoir de boulot. Enfin bref, plein de reproches qui sont faits aux femmes qui veulent avoir des enfants, qui ont des enfants ou qui n'ont pas d'enfants, enfin bref. Vous-même, vous savez. Et mais le souci, c'est que là, justement, comme c'est un homme qui tombe enceinte, il prend le parti des hommes, il en a un peu rien à foutre des femmes, et on se retrouve avec une société qui commence à bouger les lignes parce que lui se plaint de sa condition. Il y a une avancée, mais une avancée pour les hommes enceintes. Et c'est là que ça me chiffonne. Comme moi, je vous ai dit au début, pour moi, c'était un monde où les personnes enceintes allaient faire changer les choses, vous voyez. On se prend la main dans la main et on vit ça tous ensemble et on avance. Eh ben non. Là, on se retrouve encore avec un petit goût de sexisme derrière parce que il fait une entreprise pour les hommes enceintes, pas pour les femmes enceintes, ou pour les personnes enceintes tout simplement. Il met en place des choses justement pour qu'on change la vision qu'on a des hommes enceintes, mais il n'y en a rien à fiche de la vision des femmes, même si lui justement son regard a changé, vu qu'il vit la même expérience. Il se rend compte que maintenant il va arrêter de faire ce genre de réflexion, nanana, mais rien n'est mis en place pour que la société change son regard sur les femmes. On reste encore sur, vu que ça arrive aux hommes, on change les choses.
Un peu comme le délire de la pilule pour les femmes, il y a plein d'effets secondaires, mais on s'en fout. Mais par contre, on ne veut pas sortir de pilule pour les hommes parce qu'il y a des effets secondaires. Mais bizarrement, quand c'est pour les femmes, ça dérange personne. Et bien là, c'est le même principe que j'ai retrouvé. Et du coup, ça m'a énervée parce que c'est censé dénoncer, mais ça reste dans le même moule en fait. Ça reste que quand c'est les hommes, les choses vont avancer, alors que quand c'est pour les femmes, ça fait des siècles que ça dure et ça change rien. Donc c'est une lecture que j'aime bien parce qu'elle dénonce des choses, mais que j'aime pas parce que le message qui est véhiculé pour moi n'est pas le bon. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu 2 romans. Je commence par vous parler de Falling Again de Morgane Maucombe. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est clairement le stéréotype de la jeune femme artiste, illustratrice, auteure, mais qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts, qui vit en colocation dans un petit appart avec 2 copines à elle, et qui va se retrouver, on ne sait pas trop comment, propulsée dans un entretien d'embauche pour travailler dans la plus grosse boîte qu'il existe de jeux vidéo, alors qu'elle, c'est pas du tout son univers, elle dessine et elle écrit des petites BD, des webtoons et tout, elle ne fait pas de jeux vidéo. Donc elle va se retrouver propulsée dans cet entretien, elle va réussir à la voir, mais elle va se rendre compte lors de cet entretien que un de ses collègues, et d'ailleurs quasiment son supérieur, ça sera Aaron, son amour d'enfance, son premier amour, celui-là que malgré les années qu'on passé, elle vénère toujours. Et du coup, elle se rend compte que lui, il ne sait absolument pas qui elle est, il l'a totalement oublié. Et voilà, lui par contre, ne veut absolument pas d'elle parce qu'il se rend compte justement qu'elle ne fait pas partie de l'univers du jeu vidéo, elle n'est pas une graphiste, elle ne sait pas de quoi elle parle, et donc il ne veut pas d'elle dans l'équipe. Donc on a un petit enemy to lover, mais avec un petit goût de premier amour, d'amour d'enfance. Il y a énormément justement de chapitres passé, présent qui s'alternent pour comprendre elle pourquoi elle l'idolâtre tant et pourquoi elle comprend pas que lui s'en souvient pas. Enfin bref, on a les 2 points de vue aussi des personnages, donc c'est super intéressant et j'ai énormément aimé cette histoire. On parle de plein de sujets, de syndrome post-traumatique, on parle justement de premier amour, mais aussi de relations en tout genre, amicaux, amoureux, ou même avec sa famille, les liens familiaux aussi qui sont assez particuliers, parce qu'elle vient d'une famille où elle a été adoptée par 2 personnes, 2 hommes, donc il y a toute une relation qui s'est mise en place entre eux, un peu compliquée aussi, parce qu'elle ne sait pas trop comment se situer par rapport à leur relation qui, eux, les parents se voulant protecteurs et étouffants, font des choses que finalement elle ne veut pas, enfin bref. L'histoire est très bien faite et franchement c'est addictif, je l'ai dévoré en quelques heures. Il y a quelques bémols, je trouve, des situations qui m'ont un peu chagrinée. J'ai bien aimé aussi les 2 personnages parce que les 2 personnages font partie de 2 communautés différentes. Elle nous est décrite comme une personne justement plutôt typée afro, et lui il nous est décrit comme une personne d'origine métisse, mais d'origine coréenne aussi. Donc du coup, c'est des personnages qui sortent de l'ordinaire, on n'est plus avec une belle blonde et un grand brun, même si j'adore ce genre de personnage, je vais pas mentir. Mais voilà, les personnages changent, et comme je vous ai dit, il y a plein de sujets qui sont traités, donc je l'ai dévoré de bout en bout, j'ai adoré. Autre livre que je souhaite vous parler, c'est La flamme se ravive de Héloïse Michaels, qui est un SP que j'ai reçu puisque je fais partie de ses chroniqueuses partenaires. Alors, que dire? C'est difficile de vous en parler parce qu'en fait c'est un tome 2. La base c'est de l'étincelle jaillit la flamme, et c'est une réécriture du conte de Maléfique. C'est l'histoire de Sigrid qui est une sorcière mais qui a été malmenée et qui du coup va devenir la Maléfique qu'on connaît, avec une réécriture de conte de La Belle au Bois dormant qui était franchement mais génialissime. Je crois qu'il m'a fallu attendre 30 ou 50% pour me rendre compte que oui en fait, parce que moi j'étais partie en mode YOLO. À la base, cette lecture, le tome 1, je l'ai lu il y a déjà plusieurs mois, voire années. Hein. Je ne l'ai pas lu cette année. Donc, de ce que je m'en souviens, c'est que j'étais arrivée hyper tard dans le bouquin pour me rendre compte que c'était une réécriture de conte. Parce que je m'étais lancée la fleur au fusil, j'avais pas lu le résumé. Je m'étais dit, top, hop, on va lire ça, ça a l'air de parler de sorcière, cool, on y fonce. Et du coup, en lisant, je me suis rendu compte que c'était une réécriture de Maléfique, donc génial. Et le tome 2, pareil, j'ai pas lu le résumé, vu que j'étais partenaire, je me suis dit de toute manière, je lis, on verra ce que ça donne. Mais du coup, on part sur une réécriture de conte, mais une autre réécriture de conte, on part sur La Belle et la Bête, donc évidemment, c'est c'est mon préféré.
Mais pareil, j'ai mis quelques... Non, j'ai mis moins de pourcents quand même, parce que je lis sur liseuse. J'ai dû mettre allez, 20% avant de me rendre compte que ça y est, en fait, c'était une réécriture. Et oui, pas n'importe qui, de La Belle et la Bête. Parce que on n'est pas que sur Sigrid, justement, on part sur d'autres personnages, sur Gaston et tout et tout. Et j'adore, franchement. Je peux que recommander. Pareil, je l'ai dévoré en quelques heures. Je crois en 2 fois 3 heures, j'ai dû le dévorer. Parce que l'histoire est bien faite, bien pensée, les personnages sont cool. Et on est trop contente. Donc je sais pas s'il y aura une suite ou pas, l'auteur ne l'a pas encore dit, mais franchement je vous le recommande si vous aimez les réécritures de contes un peu qui sortent de l'ordinaire, il n'y a pas de souci, je vous mets le lien en description. Donc voilà, je vous ai parlé de toutes mes dernières lectures que j'ai fait dans la semaine qui vient de passer. J'espère que le son sera pas trop mauvais parce qu'il pleut énormément, mais il y a du vent et donc j'espère que ça ira. J'espère que vous avez fait vous aussi de bonnes lectures. Si vous souhaitez parler avec moi des lectures que j'ai faites, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé ma vidéo, merci infiniment de liker, ça aide beaucoup. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites des bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.